Bonsoir, madame, monsieur, bienvenue sur Equinox Soir. À 40 jours du scrutin présidentiel du 7 octobre prochain, le clergé, à l'issue de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, a décidé de mettre les pieds dans le plat en énonçant une série de consignes de vote. Première consigne, tous aux urnes le 7 octobre et en 2018 pour le scrutin législatif et municipal pour doter notre pays de dirigeants responsables et intègres. Deuxième chose, choisir celui qui sera capable de faire face à la crise socio-politico-économique que traverse le Cameroun. Église catholique et présidentielle 2018, des consignes de vote claires, c'est le fait du jour. Église catholique et présidentielle 2018, des consignes de vote clair. Pour en parler, je suis avec le docteur Louison Isomba. Bonsoir. Bonsoir Serge Autou, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Et je salue respectueusement les autres copanélistes. J'espère que nous aurons suffisamment d'arguments pour éclairer la lanterne des nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Vous êtes enseignant de droit public à l'université de Douala. C'est bien ça, à la faculté des sciences juridiques et politiques. Ok. Sur ce plateau également, Thierry Nyopé, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean Autou. Bonsoir également aux téléspectateurs de cette belle et grande émission qu'on ne présente plus d'ailleurs, qui alimente de plus en plus des conversations dans les chaumières et dans les réseaux sociaux. J'en profite également pour dire bonsoir aux autres panélistes. Comme l'a souligné Dr Louison tout à l'heure, on espère être à la hauteur du sujet qui a été posé sur la table du débat. Vous êtes journaliste, directeur de la publication Confidentiel. Bien sûr, et bien d'autres casquettes que je ne saurais égrener ici. On met toujours utile. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans les réseaux sociaux, oui, sans la nouvelle forme de communication. C'est la raison pour laquelle j'ai mis sur pied un nouveau site internet, Reflet d'Afrique, www.refletdafriquetv.com, parce que justement, à travers cela, on va lancer une télévision en streaming, oui, d'ici à la fin du mois de septembre. Et pourquoi pas une télévision en clair avant la présidentielle. Okay. On y va progressivement, le chemin est assez long, mais comme je le soulignais la dernière fois, on espère qu'il ne sera pas tortueux. Ok. Sur ce plateau également, une fois de plus, Cyril Sambaka, bonsoir. Bonsoir Autou, et je dois dire que je suis très enchanté d'être là, sur votre plateau, un plateau qui intéresse de plus en plus les Camerounais. Je dois dire bonsoir aux copanélistes et à tous les téléspectateurs. Ok. Vous êtes le vice-président de l'UDC, c'est bien cela? Tout à fait. L'Union démocratique du Cameroun. Du Cameroun, avec un candidat à la présidentielle. Tout à fait. Parmi les 9. Exact. Voilà. Je commence avec vous. D'entrée de jeu, l'Église catholique, au sortir de cette conférence épiscopale, craint que les scrutins, il faut le dire, parce qu'elle ne s'est pas limitée à 2018, c'est projeté aussi sur 2019, que ces scrutins soient perturbés par ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, ce qui se passe dans l'extrême nord et aussi à l'est. Est-ce que c'est une façon pour l'Église, est-ce que vous comprenez déjà les craintes de l'Église catholique? Ou bien c'est une façon de mettre la pression au pouvoir de Yaoundé pour pacifier les choses avant les grands rendez-vous 2018 et 2019? En fait, les calendriers étaient connus. Les calendriers étaient connus et tout le monde sait que pour aller à des élections, il vaut mieux que ce soit pacifique. Regardez partout en Afrique, même quand il y a des élections à 2 tours, il y a toujours des contestations. Alors dans ce climat et dans ce contexte que nous vivons aujourd'hui, les différentes crises nous mettent dans une situation du rouge. Nous sommes au rouge. Donc il aurait fallu que, n'est-ce pas, on essaye de pacifier avant qu'on aille à ces élections. Alors, ce n'a pas été fait, donc nous allons à ces élections vraiment avec beaucoup de tristesse parce que il est bon que les Camerounais soient enthousiastes quand ils vont dans les urnes pour voter leurs dirigeants. Mais dans le cas d'espèce, on doit dire que le sud-ouest et le nord-ouest sont sévèrement touchés et que, en réalité, nous voyons mal comment est-ce qu'ils peuvent aller librement. D'ailleurs,
le Premier ministre de la République est allé là-bas et a pu constater qu'il ne pourra pas faire de campagne. Donc à partir de ce moment-là, on doit se dire, si ceux qui ont les voitures blindées ne peuvent pas faire campagne, je ne sais pas quelles sont les garanties qu'on peut donner aux autres candidats pour qu'ils aillent faire campagne là-bas. Donc je pense que c'est quelque chose qui va marquer ces élections de 2018. Ce seront des élections qui vont se tenir. Ceux qui pourront voter, voteront. Mais je pense que le statu quo ne devra pas demeurer. C'est la raison principale pour laquelle je pense qu'il est très très important de savoir qui on va voter. Ok. Thierry Nopé, péril sur le scrutin dans ces régions-là, nord-ouest, sud-ouest, le scrutin du 7 octobre? On savait effectivement que la situation allait être assez tendue. C'est la raison pour laquelle je crois que le gouvernement de la République avait mis une batterie de descente, de mesures pour pacifier justement ce climat assez tendu dans les parties anglophones. Le président Samaka l'a souligné tout à l'heure, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais il a semblé oublier qu'il y a également d'autres zones assez conflictuelles, notamment l'Est Cameroun, qui est en proie aux attaques de la secte, en fait, des rebelles de la Séléka. Oui. Il y a également le Grand Nord, manière holiste, qui est en proie de temps à autre aux sorties de la secte, je dirais, négationniste, Boko Haram. Donc, voilà, il y a 4 régions du Cameroun où le scrutin pourrait ne pas se tenir dans des conditions idoines. Tout à l'heure, il disait justement, il aurait fallu peut-être qu'on arrive à cela, mais l'État a essayé de faire ce qu'il pouvait faire. Vous avez vu, quand cette crise a été déclenchée il y a 2 ans, avec ces revendications sectorielles, corporatistes, des enseignants, des avocats, des enseignants et tout ce que cela a suivi avant de devenir par la suite des revendications qui avaient plutôt trait à la forme de l'État. Le gouvernement a essayé autant que faire se peut. Des ministres sont descendus sur le terrain, notamment pour résoudre le problème de la rentrée scolaire. C'était à l'époque le ministre Ngalé des enseignements secondaires. Le ministre Jacques Famindongo a également fait ce qu'il pouvait au niveau des enseignements supérieurs, mais la situation n'a pas changé. Il y a eu même le Premier ministre qui a effectué plusieurs descentes, rien n'a changé. Tout récemment encore, c'était la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui est descendue avec l'ancien Premier ministre Peter Mafani Moussongé, qui a même émis une série de doléances qu'ils ont appelées résolutions au 1er juin 2018, mais la situation n'a pas toujours changé. Donc, je continue à croire qu'il y a péril en la demeure parce que le président Samaka l'a souligné tout à l'heure, il ne serait pas possible pour les habitants du sud-ouest et du nord-ouest, surtout pour ces 2 régions, on laisse l'Est et les partis septentrionales d'aller librement à ces élections-là, encore moins pour eux qui ont battu campagne, notamment l'UDC et les autres. Il leur sera extrêmement compliqué, difficile de battre campagne dans un climat de tension où les meurtres sont enregistrés au quotidien. Je vous rappelle que ne serait-ce que pour le week-end dernier, il y a eu plus de 20 morts des 2 côtés. Donc c'est une situation qui n'est pas de nature à créer la stabilité et surtout beaucoup d'entrain et beaucoup d'engagement patriotique pour ces élections qui arrivent. Peut-être pour les élections de 2019, la situation aura peut-être que changé en tout temps, mais pour 2018, cette élection présidentielle, je crains qu'il n'y aurait pas élection de ce côté. Docteur Louison Souma, quelle légitimité donc pour celui-là qui sera déclaré vainqueur, alors que dans le sud-ouest et le nord-ouest, limitons-nous à ces 2 régions, les gens ne seront pas allés exercer librement leurs droits, leurs devoirs. La question que vous me posez m'amène justement à convoquer une des dispositions de la Constitution qui voudrait qu'il s'agisse justement d'un scrutin majoritaire à 1 tour. Oui. Et vous voyez déjà que, étant à 1 tour, cela veut dire qu'on ne dégage pas véritablement la légitimité de la personne qui sera choisie. Parce que je dois vous dire une chose, c'est la raison pour laquelle on a toujours insisté pour un scrutin. La légitimité, c'est quand on a plus de 50%? Oui, forcément. La légitimité, écoutez, quand vous avez quelqu'un qui devient président de la République à 39%, c'est-à-dire qu'il a 39%, il n'a même pas la moitié, c'est-à-dire que s'il y a 100 électeurs, il a 35% de pourcentage, donc il n'a même pas la moitié. Disons la moitié absolue, c'est-à-dire que 50 plus 1. On peut donc questionner sa légitimité. Parce que, justement, l'élection, c'est ça. C'est-à-dire,
que le corps électoral qui donne mandat à un chef, à une autorité qui préside aux destinées d'une nation, cette autorité doit justement bénéficier d'une très large légitimité qui va donc lui donner l'occasion d'exercer la fonction, de régner, de gouverner de la très bonne manière. Donc, cette question est très sensible. Et ça revient justement à la première interrogation, c'est-à-dire que sur nos deux zones dites querellées, il faut reconnaître que, et ça on l'a dit, que l'élection de 2018, c'est-à-dire l'élection présidentielle de 2018, est cachetée de deux choses sensibles. D'abord, le contexte sécuritaire qui est particulièrement tendu. Et aussi, comme on le disait, je l'ai indiqué la dernière fois ici, il y a également la nature des candidats. C'est-à-dire que qui prennent la cause vers le palais de Toudi, qui sont les candidats à prendre véritablement au sérieux. Donc, nous questionnons là le contexte sécuritaire qui est particulièrement sensible et ce sera difficile, justement, comme l'a dit Nyombe tout à l'heure, de voir les populations sortir avec engouement, avec détermination pour venir choisir justement celui qui va présider aux destinées de la magistrature suprême au Cameroun. Ok, Siri Sambaka, il y a parmi les conditions, je l'ai dit, les évêques disent que le candidat pour lequel, parce qu'ils demandent aux fidèles, aux chrétiens catholiques, on a appelé ça les consignes de vote, être capable de faire face à la crise socio-politico-économique que traverse le Cameroun. Vous, à l'UDC, oui, je dois dire qu'est-ce qui a été prévu? Je dois dire qu'à l'UDC, nous sommes à l'aise. Nous sommes à l'aise par rapport à ce genre de critères qui sont des critères nécessaires en réalité, parce que nous voyons d'abord le contexte dans lequel ces élections se tiennent. Et nous sommes dans ce contexte et nous pensons qu'au-delà des programmes, parce que nous, on ne travaille pas les programmes quand il y a les élections. Nous travaillons au quotidien et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle chaque mois nous faisons, n'est-ce pas, une rencontre entre la société civile, les spécialistes, les partis politiques, afin de discuter sur un thème bien précis. Nous le faisons depuis une fois par mois, et ça c'est depuis des années qu'on appelle les journées républicaines de réflexion. Donc ça c'est le point de vue des programmes. Maintenant sur le point de vue des candidats, parce que là il s'agit des candidats. Oui. Et puis nous sommes dans une crise sociopolitique. Je dois vous ramener un peu en arrière pour vous donner peut-être 3 points. 3 points sur lesquels nous sommes, je pourrais dire que nous, à l'UDC, nous sommes à l'aise. Ça c'est avant la sortie de Nelson Mandela de la prison. Oui. Alors, il y avait des sérieux problèmes au niveau de l'Afrique du Sud. Pas avec pas entre les Blancs et les Noirs, mais entre les Noirs eux-mêmes. Oui. Entre les Noirs eux-mêmes, beaucoup étaient en exil. Oui. Et Adamou Ndamdjoya, qui est le président de l'Union démocratique, a été désigné comme le médiateur, qui devrait rapprocher les tendances africaines. Parce que si vous savez, les Zoulous, par exemple, ils sont minoritaires, mais ils étaient très puissants et très barbares. Donc, il fallait rapprocher ces gens. Et c'est autour d'une table qu'il s'est retrouvé avec les Olivier Tambo, avec les Tambo Beki, les Walter Souzoulou, les Myriam Makeba, et puis le redoutable chef Boutelesi. Il ne pouvait pas tenir cette réunion en Afrique du Sud, et ça s'est tenu en Allemagne. Et je crois que c'est là où il a fait les rapprochements. Parce qu'en réalité, les colons ont toujours divisé les Noirs par ethnie, etc., pour qu'il n'y ait pas cette union, cette dynamique. Il a réussi là-bas. Parce que quelques années après, Nelson Mandela est sorti de prison et les Noirs ont pu s'entendre entre eux. Ils ont eu la majorité pour gouverner l'Afrique du Sud. Ça, c'est quelque chose. Plus proche de nous ici, quand la RCA était complètement par terre, il n'y avait plus les institutions. Il a été encore désigné là-bas pour la médiation et arrivé là-bas, il s'est trouvé que la seule institution qui tournait, c'était la mairie de Bangui. Et au niveau de la mairie de Bangui, il y avait cette dame, Panza, qui a ensuite été là pour la transition. Donc ça, c'est quelque chose, je ne parlerai pas des Balkans, où il a souvent été envoyé. Il faut peut-être rappeler qu'il est l'un des 10 présidents mondiaux des religions pour la paix, et qu'à ce titre-là, il le fait. Mais, puisque ça, c'est l'extérieur, je voudrais arriver maintenant au niveau de notre pays lui-même, où il est parti au Nord Cameroun, notamment à Maroua,
par la World Conference of Religion of Peace, n'est-ce pas, la conférence mondiale des religions pour la paix. Au niveau du Cameroun ici, il y a ce qu'on appelle ACADI. C'est l'association camerounaise de dialogue interreligieux. Le président, c'est le monseigneur Albert Nzana, qui est une branche, n'est-ce pas, un démembrement de cette conférence mondiale des religions pour la paix. Arrivé à l'extrême nord, il a pu mettre en place, n'est-ce pas, un siège à Maroua, où le président d'honneur, Monseigneur Stevens, évêque émérite du diocèse de Maroua, avec comme président exécutif le pasteur Etek. Il y a des vice-présidents, il y a des imams, oui. Mais ce n'est pas l'écuménisme, il faut bien que je précise. C'est le dialogue interreligieux. Ils ont pu mettre un siège à Maroua, il a pu le faire, et ils ont mis des bibliothèques. Les bibliothèques où vous trouvez les ouvrages sur l'islam, vous trouvez les ouvrages sur le christianisme et autres, parce que au-delà de faire la messe ensemble, il faut pouvoir dialoguer. Donc c'est quelqu'un qui est suffisamment aguerri pour ce genre de problème, ce genre de suite. Il l'a fait à l'extérieur de notre pays, il l'a fait à travers le monde et il le fait à travers le Cameroun. Donc il faut le savoir, peut-être que les gens ne le savent pas, oui. Mais c'est quelqu'un qui, de ce point de vue, est suffisamment capé pour ce genre de choses. Donc il répond au premier critère du clergé. Je peux même vous dire qu'il a tenu des réunions au Vatican. Okay. Donc ça c'est quelque chose qui lui est commun, la résolution des conflits, parce qu'il ne s'arrête pas à la résolution des conflits. Oui. Et il a aussi travaillé en Israël, n'est-ce pas? Non seulement pour la résolution des conflits, mais au-delà de la résolution des conflits, il fallait aller donc vers la réconciliation et quitter la réconciliation, le pardon. Okay. Il a fait des conférences à travers le monde par rapport à ces choses-là. Merci. Bonsoir, Maître Charles Tchunga qui nous a rejoint. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Vous êtes ancien bâtonnier lors des avocats du Cameroun. Merci d'avoir honoré. C'est moi qui vous remercie d'avoir convié à cet entretien, cette réunion. Oui. J'espère que nous allons essayer d'éclairer vos téléspectateurs sur les nombreuses difficultés que rencontrent les Camerounais dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Justement, j'ai dit d'entrée de jeu que l'Église catholique s'est invitée à cette élection et elle pose un certain nombre de critères. Hein. Le portrait robot, on va le dire comme ça. Cyril Sambaka parlait tout à l'heure, on disait qu'il faut être capable, un candidat qui est capable de faire face à la crise sociopolitique. Mais je vous interroge sur le deuxième critère. Les évêques disent qu'il faut quelqu'un capable de donner espoir, confiance au peuple. La confiance est partie. Mais écoutez, c'est un lieu commun, n'est-ce pas, que de dire cela. Et je voudrais convoquer Einstein pour dire que lorsque il y a un problème, il ne faut pas confier la résolution du problème, n'est-ce pas, à la personne qui en est la cause. Moi, je pense que c'est quand même dramatique d'observer que dans un pays comme le Cameroun, qui est, n'est-ce pas, plein de grand esprit, nous en soyons à nous en remettre aux religions. Vous connaissez la grande césure qu'il y a entre l'État et l'Église, les accords de 1905 dont nous sommes partis, qui prônent la séparation de l'Église et de l'État. Chaque fois qu'un peuple en est rendu à s'en remettre aux hommes de Dieu pour trouver la solution à leurs problèmes, il faut en désespérer. Ça veut dire qu'en fait, les acteurs, n'est-ce pas, de la scène politique ne sont pas en mesure d'apporter aux populations les réponses idoines aux questionnements qui sont des leurs. Tout à l'heure, quand je venais, voyez-vous, j'ai mis 2 heures entre la prison et vos studios, et j'ai dû faire les 500 derniers mètres à pied, n'est-ce pas, pour vous rejoindre. De temps, il n'est pas possible, n'est-ce pas, de circuler entre le boulevard de la République, n'est-ce pas, et le carrefour Bonakwangwa. C'est dire quoi, les problèmes qu'ont les Camerounais ne sont pas des problèmes compliqués. Ce ne sont pas des problèmes qui requièrent, n'est-ce pas, des grandes théories scientifiques pour les résoudre. Ce sont les problèmes du quotidien. Hein, c'est la circulation, ce genre de problème d'eau, c'est le problème de proximité, c'est le problème d'électricité. C'est quand vous allez à Brahim, vous voyez qu'il y a des mares d'eau qui empêchent 2 immeubles, pas autant de 5-6 étages, déjà de pouvoir se fréquenter parce que entre les deux, il y a une mare d'eau qui fait 1 mètre de haut, etc., etc. Ce sont ces problèmes du quotidien qui intéressent les Camerounais. Bon, moi je vois bien les grandes théories économiques, les grandes théories scientifiques qui essaient de dire, voilà, on fera. Mais on fera. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc moi je fais partie de ces gens qui, j'ai la République rivée au corps. Je pense que la République doit pouvoir trouver, sous des formes républicaines,
les problèmes, n'est-ce pas, les solutions aux problèmes qui minent la vie des Camerounais. Voyez-vous, vous en êtes à consacrer toute une émission, n'est-ce pas, au rôle de l'Église. Moi, je ne suis pas contre que les prélats en appellent, n'est-ce pas, à la solution des problèmes qui minent la vie des Camerounais. Mais je dis que lorsqu'un pays en arrive là, il faut s'interroger sur notre classe politique. Il faut s'interroger sur le rôle des politiques. Il faut s'interroger sur les rôles de ceux dont la mission historique est de gérer au quotidien la vie des Camerounais. Voyez-vous, à chacun son champ de travail, les âmes, n'est-ce pas, aux religions, n'est-ce pas, la politique quotidienne aux politiciens et aux acteurs de l'espace politique. Encore une fois, je considère que c'est parce que le terrain a été laissé vacant que les hommes d'église se sentent l'obligation, parce que leur rôle également, c'est de protéger leurs ouailles, de demander à leurs ouailles de faire des choix qui puissent leur permettre de mieux vivre demain. C'est comme ça, n'est-ce pas, que je lis cet appel du clergé. Et c'est une grosse interpellation aux acteurs, n'est-ce pas, de la cité politique camerounaise. Ok. Thierry Nyopin, vous avez parcouru cette lettre. Quel sentiment? En réalité, une façon de dire au pouvoir, non, pour passer la main? Oui, mais attends, il faut comprendre entre les lignes que la conférence épiscopale est suffisamment claire. Oui. Elle a pris fait et cause contre le président Biya. Elle ne veut contre même le pas, président. Contre le président Biya, elle ne veut même pas entendre parler. Rappelez-vous qu'en décembre 2017, dans une interview accordée au journal La Nouvelle Expression, Monseigneur Kliga, qui en est le président, avait clairement souligné que s'il avait un conseil à donner au président Biya, c'était celui de passer la main. Parce qu'en l'état, les choses ne pouvaient pas changer. Il est même allé jusqu'à demander au président Biya de choisir, même au sein de sa propre formation politique, ou s'il ne veut pas, qu'il le fasse au niveau de l'opposition pour qu'il y ait une sorte de transition pacifique. Parce que une représentation du président Biya pourrait être le gage, pourquoi pas, de l'instabilité du Cameroun. C'était la position de Monseigneur Kliga. Et quand on écoute, quand on lit le document qui a été rendu public, il y a quelques heures maintenant, on se rend effectivement compte que l'Église catholique a choisi le futur président dans les 8 autres candidats qui viennent de l'opposition. Il s'agit maintenant, lequel, c'est la raison pour laquelle ils ont dressé un portrait robot, celui qui devrait lutter contre la corruption, contre le chômage endémique des inégalités sociales. Contre les inégalités sociales. Je ne suis pas contre le fait que l'Église s'implique. D'ailleurs, Monseigneur Kliga l'a souligné, l'Église apporte une notion morale quand les conditions ou quand les âmes sont quelque part en proie à des... voilà, ou pour polluer, ou ce que nous vivons depuis un certain temps. On a parlé tout récemment de la lutte contre la corruption, de l'insécurité. Tout à l'heure, je vous le faisais remarquer, on a dû arriver tôt sur le plateau d'Equinox simplement parce que il fallait trouver des voies et moyens pour arriver à temps en évitant les embouteillages. Et pour éviter les embouteillages, il faut nécessairement quitter tôt. C'est la raison pour laquelle ceux qui travaillent dans des zones, notamment étant habitants des centres périphériques du centre commercial, sont obligés de quitter très tôt de chez eux parce qu'il est devenu pratiquement impossible de circuler dans la ville de Douala. Si vous prenez des axes tels que Ndokouti pour vous rendre à l'hôpital général, c'est la Croix et la Bannière. Il n'y a pas de route. Si vous quittez de Ndokouti pour l'hôpital général, toujours en passant par, je crois, Ndogbon, c'est la Croix et la Bannière. Il devient pratiquement impossible de circuler dans la ville de Douala. Si vous prenez même, si vous voulez voyager en prenant la route qui va de Ndokouti, en passant par Ignala, pour éviter l'axe lourd, il est devenu pratiquement impossible de circuler de ce côté. Il devient donc impossible pour les usagers de vaquer sérieusement à leurs occupations. C'est la faute à qui? C'est nécessairement la faute aux gouvernants qui ont géré au Cameroun jusqu'ici. C'est la raison pour laquelle ils estiment au niveau de la conférence épiscopale que l'idéal serait de choisir ailleurs qu'au niveau du président Biya. Malheureusement, pour la conférence épiscopale, il a choisi d'écouter les sirènes de ces militants, je préfère les appeler ainsi, pour ne pas faire offense à leur fonction. Il a écouté ces voix-là. Malheureusement, ces voix lui ont
permis, une fois de plus, de se représenter. Et je continue à croire que cette élection va quand même nous permettre de vivre de très bons moments, parce que, heureusement, cette fois-ci, il y a une sorte de juvénalisation des leaders. Et puis, le contexte socio-politique n'est pas pour accompagner le président Biya. Peut-être on va le goûter sur les différents éléments tout à l'heure. Docteur Luison Isomba, ce coup de pied dans la fourmilière de l'Église, la conférence épiscopale, ne met-il pas davantage l'Église catholique dans le viseur de certains caciques du régime? Serge Touré, il faut pouvoir indiquer que l'Église a toujours eu un rôle déterminant. Et je peux le résumer peut-être en 3 points, c'est-à-dire, 1, éclairer, un rôle d'éclairage, un rôle justement d'apaiser les tensions, un autre rôle qui peut être diplomatique, parce que vous savez, le Vatican est un État, c'est vrai, sa souveraineté n'est pas juridique, elle est confessionnelle, ce qui fait donc de sorte que le rôle de l'Église est également diplomatique, parce que nous avons justement des antennes diplomatiques du Vatican au Cameroun, des nonces qui sont les nonces apostoliques qui sont au Cameroun. Et au-delà, un autre rôle qui est important, c'est, comme je l'ai évoqué, le premier, c'est-à-dire le rôle d'éclairer. Et on se rend bien compte que la sortie de la conférence épiscopale démontre très clairement, vient mettre en exergue ce premier rôle, c'est-à-dire éclairer les consciences. Donner des consignes de vote pour pouvoir indiquer que dans un État, dès lors que la paix a foutu le camp, ça fait de sorte que l'Église intervient pour dire, écoutez, il faudrait que on se rappelle de l'expression, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça traduit déjà l'égalité entre les hommes. Ça traduit également l'idée de ce développement que l'Église peut proposer à l'endroit de l'État. Donc, ce qu'on doit pouvoir dire, c'est que, d'ailleurs, on l'a vu avec Desmond Tutu, le Sud-Africain, on a vu quel rôle, combien il a joué dans la résolution des crises en Afrique et bien d'autres. Donc, l'Église ne se situe pas comme un maillon pour pouvoir bâillonner l'action du pouvoir politique. Non, l'Église se positionne ici comme un moyen, justement, d'apaisement. Et comme vous l'avez évoqué, le premier argument est clair. On dit, votez celui qui peut vous ramener la paix. Et on se rend compte que depuis 2 ans, que la crise anglophone perdure, jusqu'ici, l'État a tenté, et nous, l'a développé avec... Donc l'État n'a pas pu... Voilà, la paix. Donc il faut voir ailleurs. Avec justement toutes les batteries qui ont été mises en place en termes de mesures, en termes de personnalités qui ont été conviées à descendre sur le terrain, on s'est toujours rendu compte que la paix n'est pas revenue. Donc l'Église appelle donc à ce qu'on puisse trouver un qui pourra donc ramener cette paix. Parce que sans la paix, vraiment, on ne peut pas développer. Sans la paix, on ne peut rien faire. Et deuxième point, la corruption, qui est également évoquée lors de cette conférence épiscopale, où justement, on se rend compte que c'est le bras mort du pouvoir en place, parce qu'on a laissé perdurer la corruption au Cameroun. Je vais vous dire, quand nous prenons les institutions en charge de la lutte contre la corruption, je vais prendre très simplement le tribunal criminel spécial. Vous vous rendez compte que le 4 avril 1961, Ahidjo avait créé le tribunal criminel spécial pour 2 raisons. Il y avait déjà des atteintes sur la fortune publique et les chefs ne reversaient pas les impôts qu'ils collectaient. Et c'est la sanction qui était dissuasive, puisqu'il a dit, dans le test est clair, vous êtes condamné à une peine de perpétuité avec travaux forcés. Ça faisait donc de sorte que ça décourageait immédiatement les uns et les autres sur justement les questions de fortune publique. Oh, regardez la nouvelle, je parle sur le contrôle des maîtres qui est là. Là, le tribunal criminel se sent dit, si vous restituez le corps du délit, hein, on vous libère. On vous libère. Ça fait de sorte que monsieur Serge Touré, moi je vaux 50 millions. Je ne passe pas aux aveux complets. Mais à un moment donné, je fais fructifier cet argent dans une banque. Et au final, je rembourse le corps de délit et on me libère. Et vous imaginez, 50 millions que vous mettez dans une banque, même si c'est après 5 ans. Quel est le bénéfice à tirer? Donc c'est la sanction, justement, qui a manqué, l'impunité, justement, qui a manqué et qui a permis à l'État aujourd'hui du Cameroun de complètement virer vers l'inattendu. Ok, Cyril Sambaka, les évêques sont clairs, il faut passer à autre chose. Le gouvernement actuel a failli, il faut choisir parmi les 8 autres. Oui, ce que je dois dire, c'est que vraiment, le Cameroun traverse une période très très difficile.
Et si vraiment on est Camerounais, on doit s'en inquiéter. Et dangereusement, parce que ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens, et tout cela parce qu'il y a ce phénomène de l'égoïsme. Les Africains, et notamment les Camerounais, sont des gens qui ont appris à vivre ensemble et qui ont toujours vécu ensemble dans le communautarisme. Maintenant qu'est venu l'égoïsme, vous voyez, il y a des gens qui se retrouvent avec des milliards de francs pendant que les autres n'ont pas à manger. Ça, c'est quelque chose qui a été créé par un système. Et c'est très embêtant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au plus fort des crises, en 1991, au Cameroun, il y a eu cette réunion tripartite. La réunion tripartite, on n'en parle pas souvent assez, mais je dois dire que c'est là la première réunion inclusive, où on a trouvé, n'est-ce pas, tous les Camerounais qui se sont retrouvés ensemble pour penser comment sortir de la crise et qu'est-ce qu'il fallait projeter pour l'avenir. Je dois dire qu'une fois de plus encore, je suis fier du fait que l'opposition camerounaise avait désigné Adamou Ndamdjoya comme celui qui allait négocier avec l'État. C'est le chef comme chef d'équipe. Et on a réussi à obtenir qu'il fallait à une constitution et on a défini, n'est-ce pas, ce qu'on devait mettre là-dedans. Et c'est là-dedans qu'on avait discuté du problème anglophone aussi, parce que la crise s'annonçait. La crise s'annonçait. On a donc décidé qu'on allait avoir une décentralisation et que la gestion locale allait revenir au Cameroun, puisque c'est la partie anglophone qui connaissait la gestion locale, la partie francophone n'était que la préfectorale. Donc c'est là-bas, et 2 ans après, il devait avoir une deuxième tripartite pour faire une évaluation. 2 ans après, à l'UDC, nous avons constaté que rien n'était fait du côté de l'administration. On a sorti un avant-projet de constitution qui reflétait, n'est-ce pas, ce qui avait été obtenu de manière consensuelle à la tripartite, que nous avons intitulé, n'est-ce pas, la fédération des régions, le nouveau fédéralisme, la fédération des régions. C'était en réalité ce qu'on avait décidé au niveau de la réunion tripartite. Mais quand vous calculez de 1971 au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on a environ 27 ans. 91. Alors, oui. Et si vous vous rendez compte, je donne un petit exemple. Monsieur Molanjo Litumbe, qui était à la tripartite et qui avait consenti que la gestion locale soit partagée par toutes les régions du Cameroun, après 27 ans, il se retrouve aujourd'hui aux Nations Unies en train de marcher à 94 ans pour demander la sécession. Vous pensez que fondamentalement, est-ce qu'il était un sécessionniste? Vous voyez, donc quand vous arrêtez quelque chose d'un commun accord, vous refusez de mettre en place un calendrier pour mettre les institutions en place, ça veut dire que vous n'avez pas la volonté d'y arriver. Parce que si c'est 27 ans après que vous devez constater que vous allez commencer à rédiger les textes sur la décentralisation, ça veut dire que c'est un problème. Alors, quand nous avons constaté cela il y a 5 ans, l'Union démocratique du Cameroun s'est dit, il n'y a pas encore de région. Ça, c'est vrai. Mais il y a des communes. Alors, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas mettre nos communes dans une dynamique de développement? C'est la raison pour laquelle on a dit, au lieu de faire des plans comment on appelle ça? Des plans pour l'ensemble du pays qui a déjà un budget triennal, il valait mieux qu'on se consacre, n'est-ce pas, dans ce que nous avons appelé le plan d'urgence participatif communal, pour que les communes puissent déjà commencer à travailler, afin que le jour où la décentralisation régionale arrive, qu'elle trouve un ancrage des communes dans le développement. Donc malheureusement, on n'a pas suivi cela, et je dois vous dire qu'il y a 4 mois, il y a un pays de l'Afrique centrale qui s'est inspiré de cela et qui est en train de mettre ça en place. Ok. Maître Charles Tchunga, lorsque vous lisez attentivement cette lettre du clergé, est-ce que vous comprenez l'esprit des évêques? Qu'est-ce qui a bien pu pousser le clergé à être aussi dur, à être cru, on va dire les choses comme ça? Écoutez, je pense qu'il y a une accumulation de frustration depuis des années entre l'Église catholique romaine qui est au Cameroun et l'État du Cameroun. Voyez-vous, si vous prenez le plan judiciaire, qui est un plan qui a été dénoncé également dans leur correspondance, vous noterez que depuis des décennies,
il y a quand même des femmes et des hommes d'église qui ont disparu de manière inexpliquée jusqu'à aujourd'hui dans le cadre d'incidents dont la justice a été saisie et pour lesquels aujourd'hui on n'a pas de réponse. Je voulais rappeler en dernier le décès assez curieux de Monseigneur Mbala. Et on n'a toujours pas de réponse à cette question. On s'est perdu en conjecture et en contentieux d'experts, de fausses expertises. Et ce qui fait que au moment où les évêques se réunissent, il y a tout cela qui vient en background et qui leur rappelle quand même qu'il n'y a pas que le Cameroun lambda qui souffre. Eux-mêmes, n'est-ce pas, l'Église catholique romaine qui est au Cameroun en a souffert. Donc il y a au moment de rédiger cette lettre, qui est une lettre quand même de la Conférence nationale des évêques, parce qu'on pourrait penser que Monseigneur Cléda, parce que j'ai lu ici et là que c'est la lettre de Monseigneur Cléda. Ce n'est pas la lettre de Monseigneur Cléda, c'est une lettre de la Conférence nationale camerounaise qui engage l'ensemble des évêques qui représentent l'Église catholique romaine au Cameroun. Donc, lorsqu'on voit l'état d'esprit dans lequel cette lettre a été rédigée, on se rend compte qu'en fait, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol qui fait que ils ont employé les termes les plus crus, sans être injurieux, pour décrire l'état de la situation de notre pays et pour en appeler à la conscience des Camerounais. Parce que je ne souhaiterais pas que, autour de cette table, l'on glisse vers des discussions partisanes en rangeant la lettre des évêques comme une lettre ayant désigné le candidat. Certes, à la lecture de la lettre, il apparaît qu'il y a un certain nombre de questionnements qui interpellent les évêques. Mais la lettre en même temps exclut un candidat. Hein, moi, ce n'est pas le sentiment que j'ai. Hein. C'est votre lecture. Je considère que, voyez-vous, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, je suis convaincu que peut-être que même si le sortant rentrait, il ne pourrait plus gérer le Cameroun comme il a géré les 7 dernières années. J'indique simplement que la ligne rouge est fixée. Les évêques ont dit on ne peut plus continuer comme ça. Tous ceux qui souhaitent pouvoir, le 8 octobre, gérer ce pays, doivent pouvoir changer de braquet et changer de logiciel. C'est comme ça que j'interpelle la lettre des évêques. J'indique que dans un état normal, cette lettre eût été critiquée de manière extrêmement forte. Le problème, c'est que nous ne sommes plus dans un état normal. Nous sommes dans un état qui est confronté à une guérilla civile dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il est confronté à une guerre ouverte, asymétrique, dans le nord et l'extrême nord, et qui est confronté à une déstabilisation, dont font état d'ailleurs les évêques dans la lettre à l'est de notre pays. Donc nous avons un pays qui est en but à des difficultés qui n'ont rien à voir avec la gestion ordinaire, n'est-ce pas, d'un pouvoir. Deuxièmement, maintenant, quant aux compétences internes, on se rend compte que dans le domaine où l'État devrait être à la proue des réformes, je pense, j'ai évoqué tout à l'heure, les questions d'eau. Puisqu'aujourd'hui, en cette saison de pluie, on remarque que la question de la réduction d'eau est un problème majeur dans ce pays. Les questions d'énergie, les questions d'électricité, les questions de santé. Et nous sommes en plein là, à la rentrée scolaire. Est-il normal qu'à quelques jours de la rentrée scolaire, on en soit à se demander s'il y aura le livre ou pas? Donc, tout ceci fait que, au moment où les évêques s'asseyent pour réfléchir, il y a tous ces problèmes, et comme ce sont des confesseurs publics, ce sont des confesseurs institutionnels, ils savent à chaque fois qu'ils écoutent, n'est-ce pas, les Camerounais qui vont les voir en confessionnal, ils connaissent les problèmes. Donc ils ont mis le doigt là où ça fait mal, parce que si vous n'identifiez pas la plaie, vous ne pouvez pas la soigner. Je crois qu'ils ont identifié la plaie. C'est la raison pour laquelle, et je salue le format que vous avez eu à Equinox pour gérer, n'est-ce pas, les débats préalables aux élections présidentielles. Il va falloir que, lorsque vous recevez les candidats, c'est ma vision des choses et ma contribution à votre participation, il ne faut pas mélanger les experts avec les candidats. Il ne faut pas mélanger les experts avec les représentants des candidats. Parce que lorsque nous venons sur votre plateau ici pour accompagner le débat sur les programmes, il ne faut pas nous mélanger avec les candidats et leurs représentants. Parce qu'on force nécessairement le jeu et on déséquilibre, n'est-ce pas, les partis au débat. Donc, comme aujourd'hui, vous avez décidé de parler à l'aide des évêques, parlons de la lettre des évêques. N'essayons pas d'utiliser la lettre des évêques pour tirer la couverture à tel ou tel autre candidat. Au candidat de prendre ce produit des évêques et de dire, ben chiche, j'ai inclus tout ça dans mon programme pour que ceux qui sont d'accord avec la lettre des évêques votent pour moi. Sinon, on force le jeu et on joue, n'est-ce pas, au tricheur. Donc, par conséquent, je dis, il faut recevoir la lettre des évêques comme une semence, comme un appel à la raison, comme une demande de l'humain.
Il faut que les candidats remettent l'humain au centre de leur programme politique. Il faut arrêter de faire croire que parce que vous allez changer la constitution du Cameroun, vous allez améliorer les conditions de vie des Camerounais. Il faut arrêter de faire croire que parce que vous avez dit que vous allez régler la crise du Nord et du Sud-Ouest, vous allez changer les conditions de vie des Camerounais qui vivent à Kumba, à Kossi. Il faut apporter des réponses claires aux problèmes simples du quotidien. Voyez-vous, la complexification des problèmes est un apanage qu'on ne voit qu'au Cameroun. Les Camerounais sont les seuls. Lorsqu'un Camerounais vous explique un problème, rien que la manière de l'énoncer, c'est tellement compliqué que vous pensez qu'il est important que vous retourniez à l'école pour venir comprendre comment il explique un problème qui est simple. Quand maman vous dit, il n'a pas 5 francs pour aller acheter du sel, et vous commencez à dire que bon, il faut d'abord aller voir désaliniser l'eau de mer, mettre en place une usine, etc. C'est très compliqué pour la maman. Elle ne sait pas. Elle veut ses 5 francs pour aller acheter ce sel, pour aller acheter son huile, pour aller acheter son plantain, pour payer la pension des enfants. C'est ça les problèmes du quotidien. Moi, j'entends tous les jours sur les plateaux de télévision parler de milliards. On va mettre 200 milliards ici, on va mettre 500 milliards là-bas, on va mettre 1000 milliards là-bas. La question est, comment fait-on pour donner les 5 francs à la paysanne pour qu'elle aille acheter son huile et son sel? C'est ça le véritable débat aujourd'hui. Et ce débat-là, la réponse, on la connaît. Hier, je voyais comment on inaugurait à Berthois, on construisait un gros centre du FECOM. Moi, je n'ai rien contre le FECOM, le directeur général de l'AMI. Mais qu'est-ce que le FECOM a allé construire un immeuble de 100, combien de milliards à Berthois, alors que dans la ville, les gens manquent d'eau, les gens manquent d'électricité, les gens manquent de quoi manger. Vous avez été à l'Est. Vous faites des kilomètres. De temps en temps, vous voyez quelques maisons en bambou et de bout de terre. Donc, c'est cela qu'il faut régler. Sortir les Camerounais de la misère. Les sortir de leurs difficultés au quotidien. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de venir dire que oui, on a inauguré une nouvelle délégation gouvernementale à Berthois, on a inauguré un supermarché à Sameliba. C'est pas ça qui intéresse les Camerounais. Au demeurant parlant de ce supermarché à Sameliba, on s'est rendu compte qu'il est inoccupé. Pourquoi? Parce que les prix de location des stands, des boutiques sont tellement élevés que les Camerounais de là-bas n'y arrivent pas. Les toilettes sont tellement propres et tellement beaux que les gens préfèrent aller, n'est-ce pas, se soulager dans les herbes parce qu'ils ont peur même d'aller dans ces toilettes-là. C'est dire quoi? C'est dire qu'il y a une inadéquation entre ce qui est fait et les demandes au quotidien de la population. Je pense fondamentalement, c'est que les évêques ont voulu dire arrêtez de construire un pays qui n'existe pas. Revenez sur le Cameroun. Revenez près des Camerounais. Demandez-leur ce qu'ils veulent. Donnez-leur ce qu'ils veulent. Arrêtons de faire des promesses qui font plaisir et qui finalement, au lendemain du 8 octobre, ne pourra pas être implémentées. Je dis de manière extrêmement claire. Et monsieur Marcel, moi je voulais en profiter pour faire une digression pour vous montrer comment le Cameroun est très fort. Hier vers 1h du matin, je regardais sur Internet, j'ai vu un appel d'un professeur, un scientifique gabonais sur Facebook, où il dénonçait un Camerounais qui a piraté ses recherches. Ce monsieur a fait des recherches sur le sida. Et il a découvert une molécule, n'est-ce pas, qui permet effectivement de soigner. Ça s'appelle Manurex. Oui. Et ce Camerounais se fait passer pour lui. Et ce Camerounais dit dans son déclaration qu'il s'appelle professeur Movungu, qu'il est gabonais, et qu'il a fui le Gabon parce qu'on l'a chassé du Gabon, et qu'il est au Cameroun, et il propose ce produit-là au Cameroun. Ce professeur dit, ben moi je suis rentré au Gabon, le président Bongo m'a reçu, il m'a offert des locaux pour développer ma thèse, et il dénonce cet accaparement de la recherche d'autrui. Je vous l'ai dit, notre pays est un pays exceptionnel. Nous avons des gens qui travaillent au quotidien pour créer de quoi améliorer les conditions de vie des Camerounais. Quand on parle de l'énergie, vous savez, pour faire un barrage au fil de l'eau, là, c'est pas compliqué. Il faut pas beaucoup d'argent. Lorsqu'on parle du solaire, lorsque vous circulez parfois dans les stations d'essence, on vend des petits produits solaires. Moi, j'en ai acheté pour voir si ça marchait, mais ça marche. Ces ampoules solaires qu'on vend dans les stations d'essence. Vous n'avez pas besoin d'un ingénieur qui sort de Polytech pour installer ça. Vous mettez la plaque sur votre toit et vous mettez les ampoules là accrochées. Vous attendez. Lorsqu'il y a coupure, vous allumez et ça s'allume. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'aller à Harvard pour faire ça. Moi, j'ai besoin d'entendre les candidats être proches du citoyen. Voyez-vous, je suis de la cuvée de 91. Oui. Ce que je suis en train de dire, c'est pas pour critiquer mon ami Samakan. Non, la tripartie ne fut pas une réunion inclusive, et vous le savez. Vous savez parfaitement que lorsque nous nous réunissons, et ça, à Bamenda, on était à Bamenda quand on s'est réunis pour dire on n'allait pas à la tripartite. C'était nous avions une organisation qui était dirigée à l'époque par le directoire de M. Samuel Eboa, entre les associations et les partis politiques. Il se trouve que notamment,
des partis politiques ont décidé de rompre la décision que nous avions prise ensemble. Je ne veux pas entrer dans ce débat historique, mais je dis tout simplement qu'il faut que les gens cessent de faire croire qu'ils ont les solutions miracles. Il n'y a pas de solution miracle. Lorsque j'ai besoin du sel, donnez-moi du sel. Okay. Si j'ai besoin d'huile, donnez-moi de l'huile. Si j'ai besoin du pain, donnez-moi du pain. Si j'ai besoin du poisson, pour reprendre la formule biblique, donnez-moi du poisson et apprenez-moi à pêcher. Voilà ce que les Camerounais attendent au quotidien. Sinon, nous allons passer un mois sur vos antennes à débattre des choses de l'esprit, à débattre des choses très compliquées, à citer les chiffres par milliard, et puis à la fin, le Camerounais qui va mettre son bulletin dans l'urne le 7 octobre, il ne saura pas toujours pourquoi et pour qui il va mettre son bulletin dans l'urne. Moi, je veux contribuer à faire en sorte qu'au 6 octobre, quand le Camerounais dort le soir, il se dit déjà, je voterai pour un tel parce que j'ai bien compris ce qu'il veut faire de mon pays. Voilà ce que je veux dire. Okay. Oui, je voulais juste, dire aux bâtonniers que ce n'est pas parce qu'une partie de l'opposition avait refusé d'aller à la tripartite qu'elle n'était pas inclusive. C'est une partie de l'opposition, mais il y avait une autre partie qui était là-bas. On ne peut pas forcer les gens. Je t'en donne acte volontiers. Ok. Non, parce que je pense à Kindi, je pense à Canet, je pense qu'il est bon de rappeler qu'ils n'y ont pas été. Ouais. Mais les résolutions qui sont sorties de la tripartite, on les a approuvées. Voilà. Docteur Luzon Isomba, cette position, on va le dire comme ça, de l'Église, est-ce qu'elle ne donne pas du grain à moudre aux turiféraires du régime pour torpiller davantage l'initiative du cardinal Toumi et 3 autres ministres du culte par rapport à la conférence générale anglophone? Serge Tour, j'ai pris le temps et le soin de pouvoir relire avec beaucoup de recul ce qui a été dit dans cette conférence épiscopale. Je dois vous dire une chose, le style, c'est-à-dire que la manière dont est écrit, c'est-à-dire que dont sont développées les différentes consignes qui ont été faites, vous comprenez déjà que le ton est corrosif. De deux, vous comprenez au fond qu'il s'agit d'une sortie qui témoigne la rupture. C'est-à-dire qu'en fait... Le divorce est consommé? Voilà, justement, une rupture totale entre ce qui est en place et ce que l'on voudrait mettre en place. Donc voilà, justement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la lecture qu'il faut faire. Et par là, on se rend évidemment compte qu'il y a une nécessité d'exclusion. C'est-à-dire, on exclut ceux qui sont en place pour l'heure, pour justement donner la chance à ceux qui n'ont pas eu justement l'opportunité de gérer l'État du Cameroun. Donc, voilà la lecture qu'il faudrait faire véritablement par rapport à cette sortie de la conférence épiscopale de nos prélats. Et aussi, quand vous regardez les différentes consignes qui sont évoquées, vous comprenez très clairement que la conférence épiscopale a pris position. Et regardez bien, on dit le candidat qui, celui qui va, c'est l'impersonnel. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est aussi là la complexité de cette note. Parce qu'en réalité, on ne désigne pas normalement un des candidats. Il dit c'est lui qui va. Donc cela veut dire qu'il y a le caractère impersonnel de cette sortie. Donc moi, je voudrais tout simplement dire que c'est une sonnette d'alarme. Mathieu l'a indiqué, le prélat a un rôle important dans une société. C'est vrai, notre constitution est claire, nous sommes un État laïque, mais n'oublions pas que toutes nos autorités ont souvent l'habitude d'aller à l'église. Ne l'oublions pas. Donc c'est pour pouvoir évoquer l'idée de ce que c'est une véritable interpellation de notre église catholique à l'endroit du pouvoir politique. Ok. Thierry Nyopé. Oui. Est-ce que c'est une façon de dire davantage que l'initiative, est-ce que l'Église catholique ne s'est pas définitivement mise à dos le pouvoir? En réalité, l'Église catholique ne fait que jouer son rôle. Ce sont des objecteurs de conscience, je l'ai toujours souligné ici. Et au regard de ce qui est fait, au regard de ce qui est dit, il est clair qu'il fallait le faire. Il y a beaucoup de questionnements qui sont restés sans réponse. Surtout qu'il n'y a pas longtemps, je vous coupe pas, il y a quelques semaines, l'Église a adressé ce qu'ils ont appelé le cri de détresse pour la résolution du conflit. Et la situation n'a pas changé. Oui. Vous convenez avec nous. C'est la raison pour... En réalité, pour cette lettre, je dirais que c'est une tradition parce qu'à chaque veille électorale, la conférence épiscopale nationale du Cameroun commet toujours une lettre pour donner des
consigne de vote, donner son orientation, sa vision de la gestion des affaires politiques au Cameroun. C'est ce qui a été fait. Donc, l'Église est restée dans son format. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais au niveau du contenu, vous sentez véritablement qu'il y a une rupture, une volonté d'exclusion. Je l'ai souligné tout à l'heure. Et cette volonté dénote de ce que le pouvoir en place, ou les gouvernants qui ont la charge de gérer le Cameroun, pour l'Église, ont quelque peu échoué. C'est la raison pour laquelle il parle du chômage endémique. Il parle de la lutte contre la corruption. Il parle des défis dans le monde judiciaire. Au-delà de cela, et il parle également de l'équité. Parce que quand il parle de ramener ou de résoudre le problème des inégalités sociales, oui, il parle de l'équité. Donc, il y a un certain nombre de mesures, de conseils qui ont été élaborés. Et ces conseils excluent d'une manière ou d'une autre le candidat du parti gouvernant jusqu'ici. Il s'agit notamment du RDPC. Donc, tel qu'en soit les cas, je continue à croire que la balle est jetée pour les 8 autres candidats, à chacun maintenant de trouver, certainement dans ce qui a été dit, ce qui pourrait être fait de manière concrète pour permettre aux Camerounais de savoir exactement quel est le candidat qui a le meilleur profil et le meilleur programme qui sierait aux aspirations du peuple. Ok, merci. Cédric Noufelet, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant, 2 ou 3 escales qui vont meubler ce grand rendez-vous de l'information. Dans le chapitre politique du 20h, nous évoquerons la réaction des partis politiques de l'opposition après cette décision du Conseil électoral de délocaliser les bureaux de vote qui se trouvaient jusqu'ici dans des casernes militaires. Nous évoquerons également cette attitude du Conseil électoral et la Direction générale des élections qui affiche déjà la première mésentente sur la gestion du processus électoral à quelques semaines de l'élection présidentielle prévue le 7 octobre prochain. Et dans la perspective de cette élection présidentielle, vous avez commencé à en parler et nous évoquerons les grandes lignes, mais aussi les points saillants de ces consignes des évêques du Cameroun, eux qui ont décidé de dresser le portrait robot du 3e président de la République afin d'exhorter les fidèles chrétiens à choisir un candidat parmi les 9 qui répond à un certain nombre de critères dont nous en parlerons au journal de 20h. Vous le savez, nous sommes à moins d'une semaine de la rentrée scolaire et des parents éprouvent de sérieuses difficultés à trouver tous les manuels scolaires dans la librairie et pour cause, la majorité des livres est toujours introuvable malgré les promesses du gouvernement, mais aussi les nouvelles modalités d'inscription des élèves à la fois dans les établissements scolaires publics, mais aussi pour les examens de fin d'année. Ces nouvelles modalités constituent déjà un véritable casse-tête. On en parle au journal de 20h. Voilà, dans un instant, le développement de tous ces titres, ce sera dans le 21 de Cédric Noufelet. Quant à moi, je vous retrouve en compagnie de mes experts pour le débrief. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le débrief, toujours en compagnie des experts. Non, c'est parce qu'il a dit. Sur le plateau Equinox, toujours en compagnie des experts. Bâtonnier, dites-moi, cette rentrée scolaire au niveau de Douala qui voit arriver des élèves et enseignants venus du sud-ouest et du nord-ouest. Pour vous, c'est un goût particulier. Ben oui, c'est un goût particulier, d'abord parce que, premièrement, c'est un signe que les enfants et les parents ne veulent pas voir leurs enfants errer dans les rues sans affectation particulière. Mais le signe le plus fort, ça veut dire qu'en réalité, ce que nous appelons tous la crise anglophone est en train de s'exacerber, de se développer à un rythme où cette transhumance n'est pas une transhumance, n'est-ce pas, partielle ou temporaire. Elle est globale, elle s'inscrit dans la durée, puisqu'elle inscrit ses enfants dans une école, dans un lycée, c'est pour au moins une année. Et compte tenu du fait que les parents ont tendance, n'est-ce pas, à être proches de leurs enfants, les parents aussi ils vont se déplacer au moins pour une année, trouver une activité à proximité de leurs enfants pour essayer, n'est-ce pas, de suivre leur scolarité. Donc c'est très inquiétant. Ici à cela, vous ajoutez le fait qu'il y a deux catégories de transhumance. Vous avez les familles francophones
qui envoyaient leurs enfants dans cette région parce qu'il y avait des internats, qui reviennent et qui retrouvent effectivement un domicile et un foyer. Mais vous avez des familles entières qui fuient la zone pour les questions de guerre et qui viennent s'installer dans cette... Donc c'est un signe qui devrait, me semble-t-il, inquiéter l'ensemble des personnes chargées du développement de ce conflit. J'ai comme le sentiment que le fait que la All Conference anglophone ait été renvoyée en novembre a créé dans l'esprit de ceux qui sont en charge de la gestion de ce conflit l'idée qu'on a reporté tout ça après les élections. La paix, c'est aujourd'hui. La recherche de la paix, c'est pas pour demain. Il faut que tous ceux qui sont en capacité d'éviter ce drame qui est en train de se construire sous nos yeux. Je parlais tout à l'heure des informations que j'ai reçues du Kumba, où 3 écoles ont été incendiées encore, et où, n'est-ce pas, la ville et les fantômes, et où les gens n'ont plus aucune confiance en qui que ce soit. Chacun essaie de se mettre à l'abri. Bâtonnier, tantôt vous disiez qu'il ne fallait pas que ces gens-là viennent dans les régions francophones, qu'il fallait plutôt penser à construire des établissements, on va dire, en matériaux provisoires. Voilà que le cycle continue, on ne peut que mettre du feu. Comment ça va se passer? Écoutez, on a entendu un responsable de nos collègues tout à l'heure dire qu'ils sont en train de demander des autorisations de prorogation au ministère pour pouvoir recruter plus de 300 n'est-ce pas, élèves dans nos écoles et lycées. Donc en réalité, le fait qu'on ne prend pas en compte le statut des réfugiés, parce qu'il faut les considérer comme des réfugiés, en interne comme à l'étranger. Et ces réfugiés doivent avoir des statuts particuliers. Le gouvernement devrait, n'est-ce pas, pour ces réfugiés intérieurs, prendre des dispositions spéciales pour qu'ils soient dans les zones provisoires pour suivre leur scolarité en attendant que la paix s'installe afin qu'ils puissent rejoindre leur localité. Quand vous désertez des espaces sur le territoire national et que ces espaces sont naturellement occupés par des bandes armées, ces bandes armées s'organisent. Chaque fois qu'il y a un groupement de personnes dans une zone, que ce soit en forêt ou en ville, ils s'organisent pour vivre le quotidien, ils ont des enfants, ils vont mettre en place des systèmes scolaires comme on en voit en Érythrée, comme on en voit en Palestine, etc. Et ça va devenir des situations quasi permanentes qui vont rendre la solution du conflit beaucoup plus difficile. Je pense que le fait que nous soyons en campagne électorale n'exclut pas le fait que nous poursuivions notre quête à la recherche de solutions. Peut-être qu'en novembre, il sera trop tard. Ok. Célestin Bakar, c'est inquiétant aussi de voir ce déplacement-là massif des élèves. Oui, nous l'avons toujours dit. Vous savez, cette crise anglophone, il faut le dire. Il faut le regretter que les solutions n'aient pas été trouvées au moment où il fallait. Et vous allez vous apercevoir. Mais le problème est là. Qu'est-ce qu'on fait donc, Célestin Bakar? Non, je dis, vous allez constater que chaque jour, il y a un nouveau problème à résoudre. Donc, les problèmes ne font que s'amplifier. Il faut résoudre le problème. Tout le monde l'a dit. C'est par une rencontre inclusive. Il faut que tous les gens qui sont en capacité d'apporter une réponse, d'apporter une contribution, à cela puissent le faire. Vous avez vu quand le cardinal Toumi a voulu le faire, nous, dans les partis politiques, nous étions contents parce que nous nous disions, quand ils vont se rencontrer, ils vont savoir que la République, avant tout, essayons de calmer les choses, et allons aux élections tranquillement. Mais ça n'a pas été le cas de ceux qui nous gouvernent, qui ont estimé qu'il y avait un agenda caché et qu'il fallait plutôt renvoyer cette rencontre après les élections. Donc vous voyez, même quand on essaye d'avancer, quand il y a des gens de bonne volonté pour le faire, n'est-ce pas, il y a des blocages. Il y a des blocages, mais c'est pas... c'est des turiféraires dans le régime qui font ce blocage. Moi, je dois dire que quand on a vu ce reportage-là et qu'on voit ces enfants qui doivent entrer dans les différents lycées, en dehors de ce que le bâtonnier a dit, je dois dire que c'est très inquiétant. C'est très inquiétant, c'est une surpopulation. Quand il y a une surpopulation, avec tout ce qu'il y a... C'est des problèmes nouveaux qui naissent. Oui, c'est des problèmes nouveaux. Déjà que les problèmes antérieurs n'ont pas été résolus. Vous savez que le problème de la drogue est devenu une histoire terrible dans notre pays. Et vous imaginez un peu une jeunesse qui va entrer dans ce cycle-là et qui est délaissée parce qu'ils n'ont pas un statut particulier. Chacun est livré à la débrouillardise. Ça crée un certain nombre de problèmes. C'est la raison pour laquelle je dis il faut rapidement régler ce problème. Et je pense que si les évêques en ont parlé, c'est parce qu'ils sont contre la souffrance des populations. Ils sont contre la souffrance des populations et ils voudraient que quelque chose avance pour que les Camerounais...
remarquer une chose, les Camerounais pris individuellement, ils sont formidables, ils sont fantastiques, mais on n'a pas appris à travailler ensemble. On n'a pas appris à travailler ensemble, c'est ainsi que vous allez voir que dans ces zones-là, les gens sont à la débrouillardise, on importe du poisson et du riz pour 800 000 tonnes alors que nous produisons 100 000 tonnes, la balance commerciale est déficitaire. Non, il faut faire une politique qui puisse permettre que les populations soient partie prenante dans le développement. Or, nous parlons aujourd'hui des grandes plantations industrielles avec des gens qui vont venir avec 500 millions de francs, peut-être qu'ils auraient pris à des étrangers, alors que nous pouvons nous organiser sur la base de nos communes, n'est-ce pas, pour travailler afin que ces choses-là n'arrivent pas. Ok, Thierry Nopé, sur la question, un véritable problème, ou bien c'est un problème social, il faut quand même trouver l'établissement à ces enfants-là. En réalité, c'est déplorable, c'est la preuve que la résolution de la crise anglophone est un gros échec. On se serait attendu justement avant cette rentrée scolaire que la situation trouve un léger mieux. On l'a souligné ici, malheureusement les choses n'ont pas changé. Il n'y aura pas école. Il n'y aura pas école dans le sud-ouest, et encore moins dans le nord-ouest. On parlait tout à l'heure des déplacés. En réalité, ce sont des déplacés de guerre. On aurait trouvé, pourquoi pas, des solutions palliatives. L'État l'a fait dans le cadre de la crise, dans le cadre de la guerre contre la secte islamique Boko Haram. Mais on a construit de manière provisoire des écoles pour permettre à ceux des enfants, justement, d'avoir accès à l'éducation, qui est un droit inaliénable à tout enfant, à tout citoyen. On l'aurait fait certainement pour le nord-ouest et le sud-ouest. On l'a pas fait. Maintenant, beaucoup de parents, il est clair, le bâtonnier l'a souligné tout à l'heure, il y a beaucoup de parents qui envoient leurs enfants fréquenter dans le cadre des internats parce qu'on suppose que le nord, c'est le nord-ouest. Cela est reconnu que le sud-ouest davantage est un réservoir assez intéressable d'internats qui encadrait quand même suffisamment bien les enfants. Beaucoup de parents ont donc envoyé leurs enfants dans ces écoles-là et à cause de cette crise, beaucoup de parents ont ramené leurs enfants dans des écoles, notamment à Douala, voire ailleurs. C'est un surplus de la population qu'il faudrait gérer. Maintenant, les écoles, les établissements scolaires, vous avez vu au lycée de Deido, sont en train de faire des mains, des pieds pour aménager des espaces pour abriter ces enfants-là. Et du côté du sud-ouest et du nord-ouest, la ville se désemplit ou les villes se désemplissent de plus en plus, et cela laisse effectivement, c'est un terreau fertile pour ces terroristes, pour ces et pour ces personnes qui se livrent parfois à des actions qui entraînent des pertes en vie humaine. Je vous l'ai souligné tout à l'heure, il y a eu 20 morts. Notamment pour le week-end dernier, c'est assez grave. Il était question de que l'on prenne suffisamment la mesure des choses. Malheureusement, la conférence générale anglophone, qui aurait peut-être pu apporter un début de solution à cette crise-là, l'État a essayé, l'État n'a pas pu. Les prélats se sont essayés, mais de manière officielle, ils disent que le renvoi est dû à des problèmes organisationnels et non que c'est l'État qui a décidé de faire envoyer la conférence après les élections. Ça, il faut certainement le préciser. Mais on aurait quand même souhaité que cela soit résolu avant le début de cette rentrée scolaire. Ok, docteur Besoin-Somba, je vais enchaîner avec le problème, la lettre des évêques. Si vous avez un mot à dire sur les élèves qui partent du sud-ouest du nord-ouest, vous allez placer un mot. Mais je vais d'abord vous interroger sur ceci. Les évêques disent: nous invitons tous les chrétiens et tous les citoyens à ne pas se résigner, à ne pas céder aux préjugés selon lesquels les résultats sont déjà connus, mais à aller voter pour doter notre pays de dirigeants responsables et intègres. Pour vous, c'est quoi? Un appel à un vote massif et sanction? D'abord, pour pouvoir rassurer les uns et les autres, parce que vous savez, on a toujours l'impression que les dés sont déjà bipés à l'avance. Oui. Donc les évêques viennent là en termes de rassurer les uns et les autres, d'aller justement voter, parce que il ne faudrait pas se fier à ce qui se dit généralement. Les élections se suivent, mais ne se ressemblent pas. Oui. Donc c'est une belle sortie pour... vote massif et sanction? C'est ce que ça veut dire? Ce sera un vote massif et sanction? Oui, puisque quand vous êtes nombreux à voter, ça peut bousculer la donne. Oui. Vous convenez avec moi, tout à l'heure on a parlé du problème de choix de légitimité, justement lors de la désignation de nos responsables. Donc, c'est ça le problème. Vous voyez aussi que, au-delà de ces aspects, on se rend compte que cette lettre de la conférence épiscopale a véritablement mis le doigt
où ça fait mal. C'est-à-dire que les élèves ne peuvent plus aller à l'école, tout simplement parce que le contexte de sécurité n'est pas fiable, n'est pas bien. Et comme on a suivi tout à l'heure le proviseur, c'est extrêmement grave. Même quand bien même il y aurait des autorisations pour les extensions des salles, vous convenez déjà avec moi qu'une salle qui doit accueillir 50 élèves, si à cela on ajoute 50 autres, ça fait 100, ce ne sera pas évident. C'est-à-dire que quand vous devez quand même apprendre, vous devez vous asseoir dans les conditions optimales pour pouvoir donner le meilleur de vous. Et quand on aura un surdosage, voilà, pour reprendre l'expression chère de Sambaka tout à l'heure. Donc, c'est un véritable problème. Ça démontre que, en réalité, l'État du Cameroun n'a pas véritablement réussi à trouver, à juguler des moyens nécessaires pour essayer de ramener la paix dans ces zones dites querellées. Ok. Thierry Nyopé, et vous? Un vote sanction, massif et sanction, selon la lettre il demande à ne pas se résigner, à aller voter, pour se doter des responsables intègres. On a toujours dit, l'idéal pour tous les Camerounais, c'est d'aller effectivement voter le 7 octobre prochain, parce qu'on a remarqué justement qu'au cours de l'élection de 2011, octobre 2011, le taux d'abstention était assez important, 34%, soit près de 2 500 000 électeurs qui n'ont pas accompli leur devoir civique. Peut-être si ces personnes l'avaient fait, la donne aurait peut-être pu changer. Il y a eu, je crois, sensiblement 115 000 bulletins nuls. Si ces 115 000 bulletins nuls avaient été donnés à un candidat, certainement les choses auraient quelque peu bougé. Parce que je vous rappelle que le président Biya a eu pratiquement 3 700 000 voix, alors que les autres, le deuxième, notamment le SDF, se plafonnait autour de 518 000 voix. Vous voyez l'écart. L'écart est assez astronomique. Il est au-delà des 3 millions de voix. Donc, si l'opposition, et Amélie Bieleux l'avait souligné d'ailleurs, si l'opposition avait compris cela, parce qu'en fédérant même les forces des 4 formations politiques qui suivent directement le candidat du RDPC, on se retrouve seulement à 818 000 voix, ce qui n'est pas suffisamment représentatif pour battre le candidat du RDPC. Une coalition peut-être aurait pu suffire. Malheureusement, tel n'a pas été le cas parce que les bulletins ont été imprimés. Donc, chaque candidat ira face aux électeurs et certainement, c'est le programme qui pourra permettre aux uns et aux autres de décider. Mais toujours est-il qu'aucune élection n'est gagnée d'avance. Siri Sambaka, la coalition n'est plus possible? Non, pour dire que les élections se suivent mais ne se ressemblent pas. Oui. Le contexte aujourd'hui n'est pas le contexte de 2011 ni celui de 2007. Donc en réalité, nous vivons des choses que nous n'avions pas encore vécues. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un choix à faire. Et quand les évêques en parlent, c'est pour attirer l'attention de tous les électeurs, pour dire que la situation n'est pas facile. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique qu'on va résoudre les problèmes qui se posent à nous. Il faudrait bien réfléchir et voir comment est-ce que nous allons sortir de tout ça. Comment est-ce que nous allons relancer notre pays. Quels sont les plans d'urgence qu'on doit mettre en place. Et là, je rejoins le bâtonnier pour dire que pendant les échanges et pendant que chacun va développer, n'est-ce pas, son programme, on pourra voir quels sont les programmes qui sont réalistes et quels sont les programmes qui sont plus près des populations, parce que ce qui est important, c'est de savoir que les Camerounais n'ont pas d'emploi, les Camerounais ne mangent pas bien, ils ne vivent pas bien, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, mais que le potentiel demeure. Donc, comment nous allons traduire tout cela pour que très rapidement, les Camerounais puissent retrouver le bonheur, leur droit au bonheur, c'est de ça qu'il s'agit. Ok, bâtonnier Charles Tchunga, votre mot de la fin. Vous voyez dans les critères énoncés par le clergé, vous voyez quelqu'un parmi les 8, puisqu'ils ont semblé exclure un. Écoutez, moi je voulais vous dire que les électeurs doivent répondre à une question. Oui. Qui, pour les 7 prochaines années, pourquoi faire? Et je crois qu'ils ont un mois pour expliquer aux électeurs, aux uns et aux autres, qu'est-ce qu'ils veulent faire du Cameroun pour les 7 prochaines années. Vous avez un candidat qui a une obligation supplémentaire, qui est l'obligation d'assumer un bilan. Oui. Difficulté supplémentaire. Le président sortant. Donc la première question est posée à tous les candidats, mais il y a un qui a une obligation supplémentaire, c'est d'expliquer le pourquoi de la réussite ou de l'échec
n'est-ce pas, de son bilan. Je crois également que cette élection a quelque chose d'assez particulier. Pour la première fois, on va vérifier une question fondamentale, celle de savoir quel est le degré d'assujettissement des électeurs, n'est-ce pas, à des camps. Voyez-vous, vous avez le RDPC qui vous dit « je coupe sur le territoire national, j'ai beaucoup de militants et j'ai beaucoup de sympathisants ». La question qui va se poser est de savoir est-ce que les électeurs du RDPC ne vont voter que pour le RDPC ou peuvent-ils, en fonction de l'attractivité de tel ou tel programme, changer la donne? Parce qu'en réalité, nous avons un bloc qui est connu. Le nombre d'inscrits est connu, il ne changera pas. Il ne changera pas. Mon copanéliste l'a rappelé tantôt avec beaucoup de pertinence que, en fait, lorsqu'on regarde les scores de la dernière élection présidentielle, l'on se rend compte que le candidat que vous écartez si vite va avec... Non, c'est la lettre qui le fait savoir. Va avoir un matelas de vote qui inquiète au demeurant. Donc, par conséquent, deux choses. La première, c'est que les 8 candidats de l'alternative doivent pouvoir se retrouver. Parce que quand bien même les bulletins sont déjà imprimés, si un accord, une alliance est acquise avant le 7, les électeurs savent qu'ils ne doivent pas mettre dans l'urne, n'est-ce pas, les bulletins des candidats qui ne sont plus en course. Donc ça, c'est pas un problème. Mais il est clair que s'il n'y a pas d'accord, fine et légère, racée et élégante. J'ai pris le temps d'en sélectionner les meilleurs ingrédients et j'y ai ajouté